Monsieur le conseiller technique de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le président du CRG de Dakar, Monsieur le président du club, Mesdames, Messieurs, avant de passer au dessert, je voudrais brièvement vous adresser au nom de la gendarmerie de Dakar nos remerciements les plus chaleureux, les plus sportifs et les plus fraternels pour avoir répondu à notre invitation pour le dîner de ce soir. Si ce dîner a pu se tenir, c'est la conjonction d'une initiative personnelle du vice-président chargé de la restructuration du football. Je veux parler de M. Ndiogou Sam, de l'accord que le conférencier Maître Doudou Ndoye, le ministre Doudou Ndoye a bien voulu donner pour introduire le sujet, et enfin des efforts qu'ont fournis tous les organisateurs qui ont été désignés pour la tenue de cette soirée. Je voudrais encore une fois vous dire merci au nom de l'ensemble des membres de l'association. Le sujet est à la fois difficile pour un nouveau droit du football sénégalais, tout en partant de l'exemple de la Jeanne d'Arc. Difficile peut-être pour les profanes du droit que nous sommes, mais pour le conférencier, connu pour sa compétence, sa maîtrise du droit, et que j'ai eu l'occasion d'accueillir à la Jeanne d'Arc il y a très longtemps, comme un brillant arrière central, et qui tous les dimanches matins me le démontre encore dans notre équipe du dimanche matin. Je pense que c'est un sujet qui est à sa hauteur. C'est pour cela que je ne serai pas long, laissant aux différents participants la possibilité de contribuer, parce que plus qu'un débat, le football ne se débat pas, il se construit. C'est un art, c'est des participations et des contributions que nous souhaitons des uns et des autres. Donc tout à l'heure, avant que la glace ne se fonde sous la chaleur des projecteurs, je voudrais donc vous inviter à déguster votre dessert. Et tout à l'heure, je donnerai la parole à Maître Doudou Ndoye, brillant avocat, inspecteur des impôts, ancien ministre de la Justice, expert en droit pour introduire le sujet, le droit et le football, son évolution dans le contexte actuel. Je vous remercie de votre attention. Introduire le sujet. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce qu'il y a un son? Non. Et de décontracter un petit peu le début de trac que je commençais à avoir dans un milieu que j'ai un grand plaisir à retrouver. Vous savez, parler de sport en présence de dirigeants de la Jeanne d'Arc, du Jaraaf, de l'US Gorée, du Port, etc., est extrêmement difficile pour quelqu'un qui apparemment ne semble pas être toujours versé dans les vertus du sport. Vous admettrez qu'au commencement, cela soit un peu difficile et que l'accouchement ait besoin peut-être d'un intermède comme ça qui me permette d'étendre un petit peu les nerfs. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter aujourd'hui pour partager avec nos amis quelques moments de réflexion autour de notre football. J'avoue que j'ai eu quelques problèmes
avant d'accepter la rencontre d'aujourd'hui. Car c'était presque par hasard que, sortant de mon bureau, j'ai rencontré dans la rue monsieur le vice-président de la Jeanne d'Arc, Abdoulaye Ndiogou Samb, qui était accompagné de Amadou Ndoye Théo, que vous connaissez bien, qui était arbitre de football. Et nous avons rigolé un peu. Je leur disais, pour le sport, nous pouvons tous avoir des idées, nous en avons sur le football. Et à ce moment-là, il m'a répondu, mais est-ce que vous accepteriez pas de faire une petite conférence sur le football? L'idée m'avait paru intéressante. Et je disais oui, si vous voulez. Franchement, je croyais plaisanter un peu. Quelques jours plus tard, je reçus une lettre de Ndiogou Samb, qui me disait, cher monsieur, suite à notre entretien, nous avons l'honneur de vous proposer de bien vouloir accepter d'introduire un dîner-débat consacré à une restructuration du club Jeanne d'Arc, tendant à réaménager des structures, obtenir des moyens plus performants pour faire de la Jeanne d'Arc un club d'élite, etc. Et il fallait bien répondre à cette invitation, parce que c'est moi qui l'avais provoquée sous le ton de la plaisanterie. J'ai été d'abord vraiment charmé, parce que j'ai découvert un dirigeant qui avait des idées, qui était chargé de restructurer un club ou un sport, qui a profité d'une opportunité et quelques jours après, il a essayé de mettre cela en œuvre. Je dis, mais ça c'est un peu rare quand même, qu'entre une idée et sa réalisation, l'homme fonce tout de suite et tente quelque chose. Par conséquent, il faut accepter. Il m'avait proposé un titre. Le titre, c'était un nouveau cadre juridique de la Jeanne d'Arc. Avant de répondre, je réfléchissais. Je me disais, est-il utile aujourd'hui, dans le contexte du football sénégalais, de réfléchir seulement sur un nouveau cadre juridique de la Jeanne d'Arc? La Jeanne d'Arc tout seul a des statuts comme tous les clubs. Un cadre juridique pour la Jeanne d'Arc, si ça ne s'applique qu'à la Jeanne d'Arc, ne s'applique qu'à ses propres statuts et à ses seuls statuts. Et il m'a semblé qu'il est plus intéressant de placer la Jeanne d'Arc dans le cadre général du droit sportif du Sénégal et du mouvement sportif sénégalais. Ce qui peut aller ou avantager la Jeanne d'Arc devrait pouvoir avantager tous les autres clubs et toutes les autres équipes de football. Et j'avais préféré, à mon tour, élargir par conséquent l'objet de l'entretien et proposer de retenir plutôt un nouveau cadre juridique de la Jeanne d'Arc, mais retenir un nouveau droit du football sénégalais, mais en prenant par exemple la Jeanne d'Arc de Dakar. Entre l'étude de la Jeanne d'Arc tout court et l'étude de l'ensemble du droit du football sénégalais, il y a une marge. L'étude de l'ensemble du droit du football sénégalais s'applique à tous les clubs du Sénégal. Consacrer notre entretien à l'étude d'un nouveau droit du football sénégalais à travers l'exemple de la Jeanne d'Arc. Et j'ai même voulu dire un nouveau droit du sport tout court, car j'ai eu le sentiment que la Jeanne d'Arc, c'est tous les clubs de football, et tous les clubs de football, c'est en même temps tous les clubs de basket, et toutes les équipes de basket, c'est toutes les équipes de handball, c'est toutes les équipes d'athlétisme. Mes recherches, dont je vous parlerai tout à l'heure, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser continuer sans revenir, allez, venir. Je disais que, au-delà du football, c'est l'ensemble du mouvement sportif qui est concerné. Et pour comprendre cette démarche et pour pouvoir faire cette proposition, dépasser le cadre de la Jeanne d'Arc, j'ai adopté une démarche. La démarche la plus simple consiste à étudier ce qui existe. Essayer de comprendre d'abord ce qui existe.
avant de proposer, faut-il comprendre et étudier ce qui existe. Pour ce qui existe, j'ai étudié deux choses. J'ai commencé par dire quel est le contexte juridique actuel. Quelles sont les règles actuelles du sport au Sénégal. Pour cela, j'ai regardé les documents juridiques. Le premier document juridique que j'ai regardé, c'est la charte du sport. Car il existe au Sénégal une loi de 1984 qui s'appelle Charte du sport. Et la charte du sport s'applique à tous les sports. Tous les sports. La liste de tous les sports concernés se trouve inscrite sur cette charte du sport. Loi du 23 mai 1984. Et la charte du sport comprend des articles qui commencent par poser que la pratique sportive est utile, la pratique sportive est nécessaire à la santé physique et morale de la population. Et que le sport sénégalais concerné par la charte du sport est un sport amateur. Et que ensuite l'État, les collectivités publiques et les collectivités privées doivent et peuvent organiser les conditions et les institutions pour le développement du sport. Et que l'État peut déléguer à des collectivités publiques et à des collectivités privées le soin de gérer sur le plan national un sport, un des sports visés par la charte du sport. Vous savez, nous, juristes, nous avons peut-être un défaut, mais en même temps une qualité. Lorsqu'on nous pose une question, on commence par dire d'où vient le problème, quels sont les principes fondamentaux. Par la méthode déductive, on va du général au particulier. Donc, on ne peut pas étudier la Jeanne d'Arc sans savoir le contexte juridique dans lequel évolue la Jeanne d'Arc. On ne peut pas dire un nouveau droit de la Jeanne d'Arc sans partir même de la Constitution du Sénégal, qui pose la liberté du citoyen, la liberté de l'individu. Et à partir de là, on prend la charpente législative réglementaire du Sénégal jusqu'à arriver à la Jeanne d'Arc. Et donc, pour proposer quelque chose aux sportifs, il faut partir de la règle fondamentale qui est la charte du sport, qui existe actuellement au Sénégal, qui donne la valeur du sport en disant que le sport permet de développer la santé physique et morale de la population et que donc tout le monde doit faire du sport, tout le monde doit s'adonner au sport. Mais ensuite qui pose la règle du sport amateur. Ensuite qui dit que c'est l'État qui gère les sports et que l'État et les sociétés privées et les collectivités privées et les collectivités publiques doivent mettre en place les conditions du développement des sports. Ce qui est extrêmement important que vous pouvez retenir d'ores et déjà parce que nous reviendrons sur ces questions-là. Car notez que l'État, par la loi, a posé que lui, l'État et les collectivités publiques peuvent se faire aider par les collectivités privées. Donc, sociétés privées, associations, entreprises privées, peuvent tous s'impliquer et doivent s'impliquer dans le mouvement sportif pour développer la santé physique et morale de la population. À partir de cette charte du sport qui ajoute que le sport, les sports amateurs doivent être développés dans le cadre associatif, dans des associations, conformément à la loi, et pas dans des sociétés commerciales. Examinant le Code des obligations civiles et commerciales, qui traite du droit de l'association. Le Code des obligations civiles et commerciales, article 821 et suivant, je vous ferai grâce du numéro des articles, s'agissant simplement d'une introduction à des personnes qui ne sont pas tous nécessairement des juristes. Le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, qui traite du droit de l'association, nous a indiqué que les associations culturelles et sportives peuvent bénéficier d'une réglementation particulière. Après avoir réglementé l'association sur le plan du droit commun, le Code des obligations a dit que les associations culturelles et sportives peuvent bénéficier d'une réglementation particulière. Mais ensuite, que ces associations culturelles et sportives
peuvent bénéficier de subventions, même si elles ne sont pas reconnues d'utilité publique. Car dans le cadre du droit, seules les associations reconnues d'utilité publique peuvent être subventionnées. Mais en matière culturelle et sportive, il a fallu que la loi prise une disposition dérogatoire au droit commun en disant que les associations de sport peuvent être subventionnées. Et un décret de 1976, qui s'applique aux associations sportives, est venu poser la réglementation de détail des associations sportives, en disant et en rappelant que le football, le basket et toutes les associations sportives doivent être développées sous forme amateur, que le sport amateur est la règle au Sénégal, et que les associations doivent s'organiser de telle manière que la cotisation de ses membres soit obligatoire. Rappelant la législation sénégalaise, d'une part, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, d'une part la charte des sports qui pose les règles fondamentales, les principes de base, sport collectif, sport de masse, sport d'amateur, que l'État, les collectivités publiques et les collectivités privées doivent gérer, doivent encadrer, doivent aider. Ensuite, statut de l'association régie par le Code des obligations, qui rappelle le statut du sport amateur, option du Sénégal, et qui rappelle et qui pose la règle de l'association et de la cotisation obligatoire. Grosso modo, au Sénégal, en l'état actuel de la législation, du point de vue du droit des sports, c'est la seule législation existante au Sénégal. Une association sportive et culturelle rentre dans le cadre du Code des obligations civiles et commerciales. S'agissant d'une association sportive et culturelle, elle rentre dans le cadre de la charte des sports. Tout le reste, c'est la réglementation des détails des fédérations qui n'implique pas de problème de droit particulier. À travers cela, j'ai regardé aussi les statuts de la Jeanne d'Arc. Comme c'est la Jeanne d'Arc qui me sert d'exemple, j'ai regardé les statuts de la Jeanne d'Arc. Dans quelle mesure la Jeanne d'Arc a-t-elle des statuts conformes à ces lois-là? Regardant les statuts de la Jeanne d'Arc, j'ai vu que la Jeanne d'Arc, comme la plupart des clubs traditionnels, et presque tous les clubs traditionnels du Sénégal, c'est une association dont les statuts ont été déposés, déclarés, acceptés, qui comprend un comité directeur, un bureau, qui comprend des sections, qui comprend des membres, en gros. Mais j'ai noté que les statuts de la Jeanne d'Arc comprennent dans ces structures l'Assemblée générale, le comité directeur, le bureau du comité directeur qui élit un président, comprend des sections. Chaque section est organisée comme l'association elle-même, avec un président, secrétaire, vice-président, trésorier, etc. Comprend même, du moins dans les projets de statut qui viennent d'être élaborés, qui ne me semblent pas avoir été acceptés, avoir été adoptés, comprendront probablement les comités des supporters, qui sont organisés aussi en véritable association, comité même de sages, organisé en véritable association. Comprend pour l'Assemblée générale des membres qui sont tous les joueurs, tous les pratiquants, et qui sont en même temps des adhérents qui cotisent. Nous reviendrons sur ces questions. J'ai préféré simplement pour l'instant vous rappeler ce qui existe. Je donnerai mon point de vue par la suite sur tout cela. Mais notons simplement qu'au stade de ce qui existe à l'heure actuelle au Sénégal, on a posé comme règle le caractère amateur du sport et donc du football. On a posé comme deuxième règle que c'est l'État qui est chargé de diriger tous les sports, que l'État qui a ce pouvoir global sur tous les sports peut déléguer son pouvoir à des organismes publics ou privés en vue de gérer un sport national. On note aussi que pour développer les sports, les lois prévoient que les collectivités publiques et privées peuvent tous et doivent tous s'investir dans ces développements. On note que des subventions peuvent être accordées aux clubs et aux associations sportives. On note que les cotisations sont obligatoires dans le cadre du droit associatif pour ce qui concerne les associations culturelles et sportives. Sur le plan juridique, j'ai constaté ces règles de droit et ces éléments. J'ai aussi observé la réalité.
le terrain, les faits maintenant. Les faits, c'est quoi? Il y a des problèmes constants qu'on retrouve partout. Le premier fait est que j'ai constaté au niveau aussi bien de la Jeanne d'Arc que de tous les clubs et de toutes les équipes du Sénégal, des problèmes relatifs à l'absence de ressources financières. La Jeanne d'Arc de Dakar ne fait pas exception. Nous savons ce que la presse nous a appris concernant le match que Gorée doit livrer, je crois, ou devait livrer à Ziguinchor. Chaque dirigeant de club ici sait parfaitement la situation financière dans laquelle se trouve son club. Et les difficultés financières sont énormes au niveau de chaque club et de chaque équipe. Il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur ces questions. Nous savons tous qui avons été joueurs, nous tous qui avons été joueurs ou parfois dirigeants, combien est pénible la préparation d'un match de football. Lorsque la veille, on vient vous dire le torchon brûle, les jeunes n'ont pas de quoi prendre le car pour aller jouer à Diourbel ou à Hambourg, et qu'on doit courir d'un bout à l'autre du Sénégal pour alimenter les caisses de l'équipe en vue d'amener les jeunes à jouer. Mais ces difficultés financières vont au-delà même de l'équipe qui doit jouer et qui gagne. Chacun de ces joueurs, nous connaissons les joueurs, la plupart des joueurs sont des chômeurs, et nous connaissons leur vie personnelle qui est une vie extrêmement dure, qu'il est difficile même de concilier avec le caractère performant d'un bon joueur de football. Et nous savons tous aussi qui avons dirigé ou qui avons joué à quel point les demandes des jeunes joueurs qui sont soit chômeurs, soit non scolarisés, à quel point ces demandes de ces jeunes joueurs pèsent sur le budget aussi bien du club que de ses dirigeants. Ça, c'est un constat de fait. Ensuite, à travers les faits, j'ai constaté autre chose. L'absence de résultats. Aucun des clubs sénégalais, à l'heure actuelle, n'obtient un résultat digne de ce nom. Aussi bien sur le plan interne national que sur le plan international. Le club qui joue très bien aujourd'hui joue très mal le lendemain, à l'intérieur du Sénégal. Aucun des clubs sénégalais aujourd'hui n'a des performances constantes, régulières, sérieuses, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Tous les clubs se trouvent avec des résultats particulièrement mauvais, et ces résultats touchent l'équipe nationale du Sénégal. L'encadrement national du football, maintenant, au niveau plus élevé que le niveau des clubs, le niveau ministériel, le niveau étatique. Le football est encadré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et nous avons suivi récemment l'interview donnée par M. le ministre de la Jeunesse et des Sports au journal Le Soleil. Il nous a livré que le stade de l'Amitié est le stade qui a le plus gros budget pour son entretien. Et le plus gros budget d'entretien, qui est celui du stade de l'Amitié, tourne autour de 1 200 000 francs CFA par an. Et M. le ministre a ajouté que cela suffit à peine pour entretenir une villa. A fortiori, un stade comme le stade de l'Amitié. Vous comprendrez déjà que l'État qui ne puisse pas entretenir les stades ne puisse pas donner à un club de football les moyens de son rayonnement. Et on peut ajouter que Monsieur le ministre nous a ajouté que le comité de Sénégal 92 a eu des bénéfices de 420 millions et que ces bénéfices doivent servir pour refaire certains stades à travers la gestion de l'AGETIP. Vous voyez déjà que l'encadrement national au niveau financier pose des problèmes. Chaque club a des problèmes financiers. Les résultats de tous les matchs, de tous les clubs, autant des clubs sportifs sénégalais que de l'équipe nationale, sont des résultats qui ne sont pas très encourageants. Alors, les projets financiers de l'État. L'État a quelques projets financiers qui consistent à permettre aux sociétés nationales de donner, par l'intermédiaire de sponsors, des moyens aux clubs, des moyens de fonctionner. Certaines personnes ont discuté
ces possibilités. Et pour ce qui me concerne, je ne pense pas que cela soit en soi mauvais, car la sponsorisation est une forme de publicité qui peut bénéficier à l'entreprise sponsor et qui peut aussi bénéficier au club qui reçoit les ressources. C'est nécessaire et c'est utile. Mais la question la plus importante à mon avis demeure celle qui consiste à définir un mode de gestion économique qui permette aux clubs concernés non seulement de promouvoir la sponsorisation, mais aussi d'imaginer et de mettre en place tous les moyens modernes de développement économique d'un club sportif amateur et de développement social de ses membres. Quand on observe les faibles performances de nos clubs de football, à ce niveau, je voudrais, pour ce qui me concerne, lever dès maintenant le voile sur ce que j'ai appelé et ce que j'appelle la rivalité stérile, une rivalité stérile entre les clubs traditionnels et les clubs d'entreprise. J'ai lu récemment au Soleil que le Ndiambour est, en tout cas à l'heure où je vous parle, leader du championnat national. Tandis que la Sotrac, qui est un club d'entreprise, est loin derrière le Ndiambour. La Sotrac est un club d'entreprise, le Ndiambour est apparemment un club traditionnel. Et la GA, qui est purement un club traditionnel, se trouve au-dessus du club d'entreprise qui est la Sotrac. Et je pense que la rivalité traditionnelle, la rivalité qui semble s'installer entre clubs d'entreprise et clubs traditionnels est une fausse rivalité, est un faux débat. Et que les clubs d'entreprise au Sénégal, autant que les clubs traditionnels, et tous ces clubs, il est établi qu'aucun de ces clubs ne franchit les premières étapes des Coupes d'Afrique. Donc, tous les clubs, entreprises ou traditionnels, semblent présenter la même image, aussi bien au stade interne qu'au stade international. Pas de performance d'un côté comme de l'autre. L'équipe nationale du Sénégal, qui n'est que le reflet des clubs de base, n'a pas franchi non plus les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations chez nous. Et pourtant, c'est nous qui avions organisé. Pour moi, en réalité, c'est le problème de tout le football du Sénégal qui se pose. Parce que c'est tout le football, et c'est le football sénégalais qui n'est pas performant. Si les clubs d'entreprise ont la sécurité provisoire de l'emploi pour les joueurs, parce que les joueurs des clubs d'entreprise travaillent dans l'entreprise la plupart du temps. Les clubs d'entreprise donnent à ces joueurs-là la sécurité de l'emploi parce que ces joueurs travaillent dans l'entreprise. Mais malgré cela, il n'est pas du tout, à mon avis, évident que ces clubs d'entreprise aient tous les moyens d'une bonne politique sportive. Car les entreprises concernées ont elles-mêmes leurs problèmes et leurs difficultés financières. Et il me semble qu'au stade actuel des concepts, il nous faut revoir l'organisation nationale des modes d'exploitation du sport. Et à l'heure actuelle, cela n'est pas rentable et pour tous les clubs. Ce que je voulais dire, pour me résumer, car l'heure se fait tardive et c'est la fin de semaine, chacun semble fatigué. C'est pourquoi j'ai sauté rapidement sur certaines idées. Mais je dois me résumer et vous dire que ce que j'ai constaté, en fait constat, ce ne sont pas encore mes idées, ce ne sont que des constats. Le constat que je fais est que le football sénégalais est franchement déficient. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de résultats. Le constat que je fais est que ce soit club d'entreprise ou club traditionnel, l'enjeu est exactement le même. Aucun club
d'entreprise ici ne présente les moyens d'une performance valable sur le continent africain. Aucun club d'entreprise, en tout cas du Sénégal. Parce que personne ne l'a fait. Et aucun club d'entreprise, malgré tous les moyens qu'on leur prête, n'est pas un club performant de façon constante sur le territoire sénégalais à l'intérieur du Sénégal. Ça monte, ça descend, ça vient, ça va. Tous les clubs montent et descendent, ça vient, ça va. Donc, les clubs d'entreprise ont un petit peu plus de moyens, mais n'ont absolument pas les moyens qui leur permettent de donner toute l'envergure qu'il faut à leur football. Et il faut en conséquence, à mon avis, revoir l'ensemble du système footballistique sénégalais, dans lequel aussi bien les clubs d'entreprise que les clubs traditionnels, maintenant les structures telles qu'ils sont, ces clubs puissent progresser et travailler normalement dans un contexte rénové. Et pour étudier ce contexte rénové, j'ai pensé personnellement à ce que j'ai essayé d'appeler, parce que ce que je fais c'est de la recherche. Ce ne sont pas des vérités que je vous livre, car vous êtes les professionnels du sport, vous y vivez quotidiennement, vous connaissez 1000 fois mieux que moi ce qu'on doit y faire. Peut-être que vous le sentez mieux. Mais peut-être quelqu'un qui a un peu plus de recul peut voir davantage les réalités que celui qui y vit chaque jour. Parce que quand on vit toujours sur un terrain, on peut être le plus fort, mais on n'a pas assez de recul pour l'étudier. Et prenant un peu de recul, étant sportif, mais prenant à nouveau et en même temps un peu de recul par rapport au sport, j'ai pensé qu'il serait possible d'avoir un modèle de gestion économique des clubs sportifs du Sénégal. Un modèle qui peut s'appliquer aussi bien aux clubs d'entreprise qu'aux clubs traditionnels. De quoi s'agit-il? J'ai observé au Sénégal des tendances du terrain sénégalais et de la vie sénégalaise. Dans la première partie de notre exposé, j'ai constaté que le sport amateur de masse, est encore nécessaire à notre pays. Mais parce que ce sport amateur de masse existe dans notre pays, nous avons créé des structures associatives de masse. Le droit de l'association, par exemple en prenant la Jeanne d'Arc, le droit de l'association étant un droit de masse pour un sport de masse, la Jeanne d'Arc a toujours vécu avec des statuts que j'appelle moi pléthoriques, que j'appelle des statuts trop lourds. Par exemple, l'association de la Jeanne d'Arc comprend des membres aussi diversifiés que nombreux. Quand on prend les membres de l'association, on dit tous les joueurs, tous ceux qui ont une licence, membres de l'association. Tous ceux qui ont une licence ont un droit de vote, participent à l'association, participent à l'Assemblée générale. Comment peut-on imaginer, dans une structure moderne, qui se veut performante, que nous prenions 500 licenciés entre le football, le basket, le handball, l'athlétisme, toutes les disciplines sportives, tous les licenciés, les bons comme les mauvais, parce qu'il suffit de demander une licence, on vous en donne. On ne sait pas encore celui qui est bon tant qu'il n'a pas marqué de but. Bon, tous les licenciés qui viennent à l'Assemblée générale, des garçons de 18 ans à 25 ans, dont certains ne savent même pas comment porter des godasses, et qui viennent voter à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale du club pour désigner le président du club ou pour désigner le président de la section. Bon, il y a une masse de jeunes qui ont plutôt intérêt à être encadrés qu'à décider du choix de leur encadreur. Par la suite, on crée des comités de sages, des comités de supporters, pour ne pas dire des comités de front, dans lesquels il y a un magma d'individus dont les uns sont plus ou moins compétents, qui se retrouvent tous dans une grande salle, chacun crie à droite et à gauche, et font peser une pression extrêmement forte sur les dirigeants, de toutes sortes, qui les empêchent, eux, dirigeants, de réfléchir sur l'avenir qu'il faut donner à leur équipe et sur les jeux qu'ils doivent faire. Et cela entraîne un deuxième constat, une gestion spontanée au jour le jour du club et de l'équipe. Car si on est encadré comme ça, si on est dirigé comme ça, par un magma d'individus sans queue ni tête, qui se retrouvent toujours, mais on gère au jour le jour. On fait une gestion selon les problèmes du moment.
et parfois une gestion guidée par des considérations d'opportunité politique. Quand je dis politique, je ne dis pas politique au sens de l'administration gouvernementale, je dis politique au sens de l'administration de la cité. Car toute imagination, toute pensée organisatrice est nécessairement une politique. Il y a une politique familiale. Le père avec ses enfants mène une politique dans sa famille, mais politique au sens idéologique du terme, au sens d'une pensée constructive d'un groupe social. Le père avec sa femme et ses enfants mène une politique familiale à l'intérieur de sa maison. Je souhaite que mes enfants prennent telle filière, que ma femme prenne telle filière, que mes amis prennent telle filière. C'est une politique. C'est en ce sens que j'utilise ce mot politique, au sens général du terme. Car on peut même aller et dire que le dirigeant politique aujourd'hui, le dirigeant sportif, il a besoin du suffrage des bases, de la base. Un dirigeant sportif qui est élu par les joueurs, qui constitue la plus grande majorité de l'Assemblée générale de l'association, un dirigeant sportif qui est élu aussi par cette base qui vient l'acclamer, ne peut que prendre des décisions parfois un petit peu tendres pour pouvoir plaire à cette base qui l'élit. Et est-ce qu'il peut, en prenant des décisions tendres, s'évertuer en même temps à faire de la gestion financière et de la gestion économique? La gestion économique et la gestion financière, ça ne va pas avec les sentiments, messieurs. 1 plus 1 égale 2. Quels que soient vos sentiments, vous ne pourrez jamais changer ça. Donc quand un dirigeant a besoin d'être élu, il ne pourra jamais dire 1 plus 1 égale 2. Il s'arrangera pour que ça soit 2,5 ou 2,4. Et en ce moment, les règles du jeu ne sont que des règles associatives, des règles de gestion spontanée, mais pas des règles de gestion économique qui puissent donner au club l'envergure économique dont il a besoin. Le choix des dirigeants devient alors une affaire de base, une affaire de politique sportive, plutôt qu'une affaire de compétences financières et économiques. Ce qui est par ailleurs tout à fait normal, car il s'agit de sport et de politique sportive. Et là, je pense que malgré cela, il s'avère nécessaire de mettre en place des structures de gestion économique et financière non concurrentes aux structures politiques, mais qui sont complémentaires. Je veux dire par là, et là je voudrais employer des termes vulgaires, des termes simples, je veux dire par là qu'un dirigeant de club sportif qui est issu du milieu sportif, qui doit être élu par les sportifs, peut diriger l'équipe, peut mener l'équipe même à la victoire, mais ne pourra jamais prendre des décisions de gestion économique de son club. Par exemple, est-ce que, au jour de l'Assemblée générale, il pourra dire à monsieur tel, mon ami, avec qui j'ai joué pendant 40 ans au football, ou pendant 30 ans, ou pendant 10 ans, qui est dans l'Assemblée générale, est-ce que le dirigeant pourra lui dire, oh, monsieur X, vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, voulez-vous quitter la salle, s'il vous plaît? Alors, si vous voulez avoir de l'argent, on peut avoir quelque chose de son contraire. Hein? La loi dit qu'il faut obligatoirement qu'une association reçoive les cotisations de ses membres. Celui qui n'a pas cotisé n'est pas membre. Aujourd'hui, moi, je prétends que tous ceux de la gendarme aujourd'hui qui se disent je suis de la gendarme, je porte la carte, et si on vérifie, moi je dis aujourd'hui qu'au terme de la loi votée par l'Assemblée nationale du Sénégal, appliquée par décret du président de la République, ils ne sont pas membres de la GIA. Je le prétends. Ils sont en état d'être expulsés demain à 8 h de la gendarme et de tous les clubs du Sénégal, parce qu'ils n'obéissent pas aux droits de l'association. Ils n'en font pas partie. Alors, est-ce que ces dirigeants qui sont élus par tous ces gens-là auront cette force et cette liberté qui leur permettront de dire à tous ceux qui n'ont pas cotisé, messieurs, sortez de la salle? Ils ont joué au football avec ces gens-là. Ils s'amusent ensemble et c'est légitime et c'est normal. Ils sont là pour faire du sport et pas pour faire de la gestion économique et financière. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est légitime que les dirigeants puissent faire de la gestion sportive, puissent faire de la politique sportive, mais à condition, pour que les clubs puissent exister et réussir, il faut qu'on mette à côté de cette structure une gestion, une véritable gestion économique et financière qui ne soit pas concurrente d'avec la gestion sportive,
mais qui lui soit complémentaire. Et pour arriver à ce résultat, je n'ai rien inventé. J'ai observé la vie sénégalaise tout court. Je n'ai rien inventé, car je ne me sens pas capable d'inventer, mais j'ai peut-être un peu de recul par rapport aux sportifs quotidiens pour pouvoir observer la réalité. J'ai observé la réalité sénégalaise et j'ai eu le sentiment que ce que je viens de dire est un phénomène qui pénètre le Sénégal et qui s'applique au Sénégal depuis plusieurs années et sur lequel on n'a pas assez réfléchi. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal 92. Il y avait le ministère de la Jeunesse et des Sports et ses techniciens et le CNG de football. Il y avait Claude Leroy et ses adjoints et il y avait l'équipe de football. Tous ces gens-là, on leur avait demandé de nous gagner une Coupe d'Afrique. Mais on avait installé à côté un comité qui s'appelait Comité Sénégal 92, qui était composé soit d'anciens footballeurs, soit de nouveaux footballeurs, soit de personnes qui n'ont jamais vu un ballon de football de leur vie, mais à qui on a dit, messieurs, organisez-moi une Coupe d'Afrique pour les Africains. Organisez-moi une Coupe d'Afrique pour les Africains, faites en sorte que la Coupe d'Afrique se tienne bien au Sénégal et se tienne très bien. Le résultat, ce n'était pas leur problème. Qui gagne le match, ce n'est pas leur problème. Si le Sénégal gagne ou pas, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'était de prendre de l'argent, de l'investir, de faire progresser cet argent, d'amener des équipes ici, de les faire jouer, de serrer le robinet et par de dire au revoir, messieurs. Le Sénégal est organisateur. Ceux qui sont chargés de gagner le match de football, c'est les autres. Sénégal 92 nous a montré un exemple tout à fait clair. Les sportifs pouvaient dire ce qu'ils veulent, mais l'État a montré que pour organiser une Coupe d'Afrique, il lui fallait une gestion économique en marge de la gestion sportive. A mis en place sa gestion économique, a organisé sa Coupe d'Afrique et a laissé les sportifs s'occuper de leur football. Les sportifs ont été battus, mais les économistes ont 420 millions de résultats. C'est clair. Gestion sportive, gestion économique tout à fait séparée. Et ces 420 millions de résultats vont venir aujourd'hui alimenter les stades du Sénégal d'après les déclarations de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports. Prenons un autre exemple. L'exemple de l'AGETIP. L'AGETIP. Les 420 millions dont je viens de vous parler, M. le ministre a déclaré que c'est l'AGETIP qui va les gérer. Mais c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui va définir la politique, qui va choisir la politique et qui va dire c'est tel stade que je veux refaire. Et dans ce cas, c'est l'AGETIP qui prend les 420 millions qui refait le stade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à dire les sportifs et les politiciens, restez dans votre domaine, choisissez les priorités, choisissez ce qui plaît à la population, mais l'argent n'y touchez pas. On prend des économistes, des gestionnaires financiers qui s'occupent de la politique économique. Et l'AGETIP va s'occuper d'organiser et de financer et de gagner de l'argent. C'est le même phénomène au-delà du sport qu'on retrouve dans la vie politique tout court. Aujourd'hui, quand on prend l'AGETIP par rapport aux municipalités, les mairies, c'est le noyau politique par excellence dans tous les pays, en tout cas démocratiques. Les mairies, c'est le conseil municipal, c'est des politiciens, c'est des gens qui veulent plaire à ceux qui les entourent, avec qui ils vivent et qui constituent la base. Comme les dirigeants des clubs de football veulent plaire aux joueurs qui jouent et à ceux qui les entourent. Et ils font la politique sociale de ces gens-là. Et c'est leur rôle et c'est leur fonction. Et il faut faire cette politique sociale. Plaire aux gens qui vous entourent, faire en sorte que les investissements aillent vers eux. Mais pouvez-vous vous-même gérer l'investissement en même temps? C'est pourquoi quand on voit les mairies aujourd'hui, la plupart des choses qui se font aujourd'hui dans les villes par l'AGETIP. Mais c'est la mairie qui définit ses besoins, ses programmes, qui discute avec l'AGETIP, donc qui fait vraiment la politique sociale du pays, la politique sociale de la ville, qui définit comment la ville doit vivre, qui fait le vrai travail et qui donne à des techniciens, que sont l'AGETIP et les autres, le soin de les réaliser. Et ça allège
les professionnels de la politique, ça va alléger les professionnels du sport, et ça permet aux professionnels de l'argent de faire fructifier l'argent au bénéfice des politiques ou au bénéfice des sportifs, selon le cas. Prenons l'exemple encore de la lutte. Depuis quelque temps, vous savez que la lutte a été réorganisée et qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs de spectacles de lutte, des personnes privées pures, qui ont leur licence, qui organisent un combat de lutte. Et pourtant, les écuries traditionnelles de lutte demeurent. L'écurie FAS est là, l'écurie du Wallo, l'écurie du Bawol, qui sont des associations informelles, mais qui s'occupent du sport, qui entraînent les lutteurs, qui les organisent, qui les font lutter, ils gagnent ou ils perdent. Mais maintenant, quand il faut organiser un combat de lutte, où il faut sortir de l'argent, le gérer, le fructifier, on dit maintenant c'est des entrepreneurs privés qui n'ont rien à voir avec les écuries. Vous savez, tous ceux qui ont organisé les luttes ici n'ont rien à voir avec les écuries de lutte. Et pourtant, ils viennent, ils organisent un combat de lutte. Ils s'arrangent pour avoir beaucoup de bénéfices qui vont vers les lutteurs. Et eux aussi, une partie reste en eux. Alors, en observant ainsi la réalité sénégalaise, je découvre que depuis quelque temps, aussi bien dans la gestion des affaires de l'État, des communes, que du sport, on cherche petit à petit à dissocier la fonction économique de la fonction dite opérationnelle. Ce que j'appelle la fonction opérationnelle, c'est le joueur qui joue, qui gagne. Ce que j'appelle la fonction opérationnelle, c'est le politicien comme nous, qui sommes dans les mairies, qui parlons et qui faisons les choix budgétaires, ou qui faisons les choix de société. Ce que j'appelle la gestion opérationnelle, c'est le lutteur qui va s'entraîner, qui va lutter. Cette gestion opérationnelle, qui est la gestion sportive dans votre milieu, on la sépare de la gestion économique. Pour éviter que le gérant opérationnel ne s'embarrasse de problèmes économiques, de manière à ne pas pouvoir atteindre son but. Mais aussi que la gestion opérationnelle ne puisse entraîner des conséquences économiques catastrophiques. Aujourd'hui, de plus en plus, le Sénégal se manifeste à travers cette dichotomie dans tous les secteurs. Et moi je dis, donc, si cela a réussi pour Sénégal 92, parce que ça a réussi, les footballeurs ont perdu, mais l'organisateur a rapporté de l'argent. Et si l'argent peut aller vers les footballeurs, il y aura un jour où les footballeurs gagneront. Parce que la plupart des footballeurs d'ici, aussi bien dirigeants que joueurs, ils disent on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, c'est ce que j'entends moi depuis toujours. Et partout. On n'a pas les moyens. Si on avait les moyens, on s'en sortirait. Mais les moyens, ça ne tombe jamais du ciel. Hein. Si vous attendez que l'État vous donne les moyens, en tout cas, moi je n'attends pas parce que l'État n'en a pas. Aujourd'hui, l'État change de politique. Ce qui est normal, ce qui est légitime. Tout ce que le Sénégal pouvait recevoir comme argent pour sa grande politique macroéconomique, je ne vous mets pas dans la politique, je ne vous parle pas de politique. Tout cela n'est plus là, parce que le monde a changé de direction. Et donc on ne peut pas continuer à dire à l'État, donnez-moi les moyens, donnez-moi les moyens, donnez-moi les moyens. L'État n'en a pas et ne peut pas. Il faut être clair. Mais par contre, nous pouvons nous organiser à la base des structures telles que l'État nous permette, avec nos structures, de générer nos moyens. Et c'est cela que je voudrais vous proposer comme modèle, à travers l'agenda de restructuration possible du football sénégalais et des sports, et de tous les sports du Sénégal. Ce que je voudrais proposer, moi, à mon avis, c'est d'abord, à partir des constats que j'ai faits, qui me semblent valables, cette séparation entre les gestions, de maintenir au niveau du football, de faire au niveau du football une séparation entre la gestion sportive et la gestion économique. La gestion sportive, c'est quoi? En prenant l'exemple de la Jeanne d'Arc, qui peut être le Jaraaf, qui peut être le port, malgré qu'il soit club d'entreprise, qui peut être l'US Gorée. La gestion sportive, c'est quoi? C'est l'association sportive demeure telle qu'elle est. L'association sportive demeure exactement telle qu'elle est, sans aucun changement. Sauf à réaménager les statuts pour que l'association soit un peu plus légère du point de vue juridique et du point de vue de sa propre gestion. Je m'explique là-dessus. Si l'on maintient la Jeanne d'Arc aujourd'hui comme association, avec président, comité directeur, assemblée générale,
ce qu'on connaît actuellement. On dit, on va réduire la base associative. C'est-à-dire, on va faire en sorte de supprimer le fameux article qui dit tous les pratiquants, tous les titulaires de licence sont membres de l'Assemblée générale. Ça, c'est pas bon, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. On peut dire que tous les titulaires de licence et tous les joueurs peuvent eux-mêmes voter et avoir un certain nombre de délégués, de représentants à l'Assemblée générale. Parce que l'association, c'est les membres qui l'ont formée, c'est les membres qui sont militants de l'association, c'est eux qui sont les membres de l'association. Les joueurs sont des produits de l'association, ne sont pas des structures. Les joueurs de football ne sont pas des membres de l'association, ce sont des produits. Parce que l'association La Gendarme qui fait du football a pour objet de faire du football. Une société qui produit des patates, je dis des patates, a pour objet de produire des patates. La patate ne peut pas diriger et ne peut pas choisir le dirigeant de la société. Le footballeur et l'équipe de football, c'est un produit de l'association. L'association crée une équipe de football. L'association crée une équipe de basket. L'association crée des athlètes. Les athlètes sont des produits vendables. Aujourd'hui, tous les joueurs sont des joueurs, des produits vendables. C'est des joueurs qui viennent jouer. C'est l'objet de l'association. Ces joueurs, d'abord par leur âge, ils sont trop jeunes et ils ne connaissent pas grand-chose, la plupart, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, peuvent avoir des représentants dans l'association. Un collège de représentants des joueurs qui vient assister à la base et même en tant qu'observateur et même avoir le droit de vote pour pouvoir informer leurs collègues joueurs et représenter leurs intérêts. Et pourquoi cela, je vais vous le dire tout à l'heure. Pourquoi représenter leurs intérêts? Parce que dans mes propositions, je vais proposer un système qui permette à des joueurs d'avoir des intérêts qu'ils devront protéger. Alors, si on allège les structures en disant quels sont les membres de l'association, ce sont les gens qui ont adhéré, qui ont leur carte et qui payent réellement leurs cotisations. Tous les ans, on les compte, on sait qui ils sont. Ce sont les représentants des joueurs qui viennent les représenter pour dire le mot des joueurs et pour leur rendre compte. On aura allégé une partie de l'Assemblée générale. Et lorsque l'Assemblée générale va se réunir en fin d'année pour, selon le mot des statuts de la gendarme, pour apprécier le bilan, pour apprécier les comptes, il y aura une Assemblée générale apte à comprendre ce bilan et ses comptes, apte à discuter pendant des heures de choses valables. Mais quand l'Assemblée générale comprend une salle pleine où on n'a même pas où s'asseoir, comprend 500 joueurs et 30 dirigeants à côté, et que tout le monde crie à droite et à gauche, cette Assemblée générale ne peut rien faire de valable. C'est une structure lourde, inutile, qui n'a pas d'intérêt, qui ne sert même pas aux joueurs. Parce que si ça devait servir les joueurs, on aurait vu le résultat aujourd'hui. Quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas, on change. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Hein. Si depuis 20 ans ou 30 ans qu'on joue au football et que les clubs ne marchent pas, les joueurs ne marchent pas, personne ne progresse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, il faut avoir le courage de le changer. Il ne s'agit pas de faire plaisir à des gens. Deuxièmement, toujours dans les structures associatives, les sections. Pourquoi donner aux sections une possibilité de développement juridique propre? Car une section de football aujourd'hui au sein de la gendarme, du moins j'ai appris, sauf erreur de ma part, en tout cas au Dial Diop, je ne l'ai pas appris, j'ai été président éphémère du Dial Diop, donc j'ai les statuts, j'ai tous les papiers, je sais au moins comment ça fonctionnait. Un président de section peut ouvrir un compte bancaire pour GA section, signature, adjoint, trésorier, bureau, comme s'il était l'association. On finit par penser même que la section de football de la gendarme ou la section de rugby de la gendarme n'est plus la gendarme, c'est une gendarme à côté. Or, imaginons l'équipe de football de la gendarme. L'équipe de football de la gendarme, c'est quoi? C'est une équipe qui est chargée de jouer le dimanche et de gagner. Alors, de quoi a besoin cette équipe? De deux choses. Une chose, c'est des dirigeants techniques, j'entends des techniciens valables. Des joueurs valables et des techniciens valables. Un bon directeur technique, de bons entraîneurs, un bon masseur, un bon médecin, de bons joueurs. Mais tout ça, c'est des techniciens. C'est ça l'équipe, en fait. L'équipe, c'est tout ça. C'est des techniciens. Ce n'est pas des administratifs, ce n'est pas des dirigeants, c'est des techniciens. Bon, les techniciens, tout ça, c'est le produit. C'est ça le football, c'est ça le produit. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'argent. Mais l'argent, c'est le club
qui la porte. Donc qu'est-ce qui empêche le club, qui est une association, qui a un comité directeur, dont tout le monde est membre, celui qui aurait pu être président de la section de football est membre du comité directeur. Celui qui aurait pu être président de la section de basket est membre du comité directeur. Donc, le comité directeur ne peut-il pas se charger de nommer, après bien sûr les consultations qu'il faut, pour le football, le directeur technique du football, l'entraîneur du football, etc. Et enlever cette structure associative intermédiaire qui parfois fait croire que dans l'association il y en a beaucoup d'autres et qui ne fait que créer des problèmes et dont l'utilité ne me semble pas très certaine. Car si le comité directeur a des moyens, a des gens de bonne volonté, le comité directeur peut parfaitement nommer directement le directeur technique du football. Qu'est-ce qui l'empêche? Et mettre en place un budget, nommer aussi quelqu'un qui est chargé pour chaque match de faire les frais du match. Nommer le masseur, nommer le ceci, nommer le cela, et éviter la lourdeur des structures qui n'ont aucun intérêt. Et ensuite, rendre les cotisations obligatoires. Je crois que du point de vue associatif, on peut maintenir le statut de l'association tel qu'il est, parce que ce statut de l'association correspond à l'esprit du sport amateur du Sénégal. Bon, je ne veux pas entrer dans le débat entre sport professionnel et sport amateur, je crois que ce n'est pas le lieu, mais pour l'instant, au stade actuel de la législation sénégalaise, le Sénégal semble avoir choisi pour le sport amateur. Et il faut donc travailler avec ce qu'on a et réussir avec ce qu'on a jusqu'à ce qu'il y ait mieux. Mais dans le cadre du sport amateur, on devrait pouvoir maintenir l'association pour diriger le football. Mais une association aux structures un petit peu allégées pour rendre l'association plus opérationnelle et plus efficace. À côté maintenant de cette association, qui est en fait ce que j'appelle la structure sportive, on devrait pouvoir mettre une gestion économique de la discipline sportive. Et c'est là où je voudrais pouvoir mieux m'expliquer. Imaginons, prenons un exemple, l'exemple de la Jeanne d'Arc. Imaginons aujourd'hui la Jeanne d'Arc de Dakar, ou le Jaraaf, équipe de football qui appartient au comité directeur, qui appartient à l'Assemblée générale, qui joue tous les dimanches. On vient dire la Société Générale de Banque au Sénégal, le Port Autonome, la SIAS, tout ça c'est des sociétés commerciales. L'entreprise telle. On passe un contrat de gérance. La Jeanne d'Arc de Dakar, association, passe un contrat de gérance avec la Société Générale de Banque. Et dit à la Société Générale de Banque, désormais c'est vous qui allez faire la gestion économique de mon football. Mais moi, association, j'assure la gestion technique sportive de mon football. Ça veut dire quoi? Que cette Société Générale, qui est une société commerciale, qui est une banque, qui gagne son argent, mais qui va encore gagner de l'argent par le football, c'est son droit, qui va dire, je m'occupe de la Jeanne d'Arc football du point de vue économique, j'entends, pas sportif. Il ne s'occupe pas de savoir qui choisit l'entraîneur, il ne s'occupe pas de savoir qui est le joueur, il ne connaît même pas les joueurs de la Jeanne d'Arc, a fortiori les entraîneurs et les dirigeants. Mais il a un contrat qui lie le comité directeur de la Jeanne d'Arc avec cette société commerciale. Au terme de ce contrat, la société commerciale assure la gestion économique de la Jeanne d'Arc football. Et par cette gestion économique, c'est cette société qui veille à ce que toutes les cotisations soient versées. À la fin de l'année, lorsque l'Assemblée générale doit se réunir, c'est cette société qui produit la liste de tous ceux qui ont cotisé. Et à partir de cette liste, ceux qui n'ont pas cotisé ne rentrent pas dans la salle, n'existent pas. Et pourquoi? Parce que cette société qui est chargée d'assurer la gestion économique n'a pas de cœur, n'a pas de sentiment. Cette société sera chargée de veiller à ce que l'argent soit là, conformément à la loi. Et ne cherche pas à se faire élire dirigeant, entraîneur, etc. On lui a donné une mission financière. Donc, cette société veille à ce que les cotisations rentrent. Mais deuxièmement, le contrat peut comprendre beaucoup de dispositions, peut lui dire, c'est vous qui sponsorisez la Jeanne d'Arc. Donc vous pouvez utiliser le label de la Jeanne d'Arc pour votre travail.
Mais c'est vous qui exploitez la Jeanne d'Arc comme un produit économique, car le football peut être un produit économique. Un match de football peut rapporter beaucoup d'argent. Cette société peut organiser des matchs de football, peut organiser des spectacles, peut faire de la publicité, peut faire toutes les activités de nature à rapporter de l'argent à travers l'équipe de la Jeanne d'Arc. Je vous donne un exemple. Et j'ai appris, parce que là je ne viens que de l'apprendre, parce que je ne m'occupe pas beaucoup du basket, mais j'ai appris que la Jeanne d'Arc a été récemment, la Jeanne d'Arc basket, a été récemment championne du Sénégal de basketball. Cette année ou l'année dernière. Et d'Afrique même. C'est encore plus grand. Alors, question. Aujourd'hui, la plus grande nation du monde, les États-Unis d'Amérique, c'est la plus grande nation du basketball. Et la plus riche du monde. Qui peut payer 1000 $, c'est-à-dire 200 000 francs CFA pour un match de foot, pour assister à un match de basketball. Qui a pensé utiliser le label Jeanne d'Arc championne d'Afrique? Simplement. Et vendre ce label aux États-Unis et rapporter des millions de $. Qui l'a pensé? Vous ne pouvez pas le penser parce que vous êtes dans un cadre associatif. L'esprit c'est de jouer, de caresser les copains, de gagner des matchs et de revenir et puis c'est terminé. Or aujourd'hui, vous prenez les États-Unis d'Amérique, qui aiment l'Afrique, qui ne pensent qu'à l'Afrique. Vous prenez toutes les grandes villes des États-Unis d'Amérique, les villes noires, vous allez à Atlanta, vous allez en Georgie. Vous dites Jeanne d'Arc, championne d'Afrique de basketball. Vous avez vu Youssou N'Dour tout à l'heure qui a fait la même chose. 2 minutes de spot télévisé. On fait une publicité dans toutes les grandes universités d'un État américain. On va à Air Afrique, sponsor officiel de la Jeanne d'Arc, qui vous donne des billets. Aux États-Unis, vous trouverez demain quelqu'un qui héberge la Jeanne d'Arc basket pendant 1 mois. C'est facile, c'est rien du tout. Et vous jouez 10 matchs aux États-Unis, vous ramenez avec $1 million. Pas de problème, c'est facile. C'est absolument rien du tout. Or, voilà une équipe qui a gagné l'Afrique, championne d'Afrique du basketball. Aux États-Unis, il n'y a que des Noirs qui font le basketball. Nous sommes des Noirs. Nous pouvons faire un montage télévisuel pour charmer toutes les universités américaines. Et la Jeanne d'Arc est là, elle cherche des moyens. Elle cherche des moyens. C'est quoi chercher des moyens? Vous avez des moyens, ils sont là à portée de main.